Bien, eh bien écoute, bonjour Thierry, donc pour cette deuxième journée des rencontres d'Espace Marx à Bordeaux. Et donc tu vas intervenir sur la sobriété et les talents d'une autre politique économique pour une économie au service des plus riches et des plus pauvres, ou des plus pauvres. Et donc je te passe tout de suite la parole pour ton intervention. En tout cas, merci d'être présent aujourd'hui parmi nous. Eh ben, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, bon, avant de lancer le PowerPoint, je vais rester à visage découvert. Après, je vais devenir une petite case perdue dans l'écran. Mais oui, en fait, du coup, la problématique, je pense elle est liée à l'actualité. Enfin, c'est l'actualité ancienne, mais c'est là, avec la question de la sobriété aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent. Donc, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Surtout, ça dépend toujours. C'est comme tout, hein. Il n'y a pas un seul principe, que ce soit liberté, égalité, qui puisse pas se retourner dans son contraire si on fait pas n'importe quoi. Si on fait n'importe quoi, plutôt. Et donc, la sobriété, c'est pareil. Est-ce que ça peut être au service de l'écologie? Là, c'est l'actualité. Pourquoi est-ce que Macron en parle alors qu'avant c'était un mot honni? C'est parce que justement, il y a, comment dire, des problèmes énergétiques liés à la guerre en Ukraine et aux problèmes de gaz qui font qu'il y a une inflation partout dans le monde, et la hausse des prix, etc., etc. Donc voilà. Mais finalement, bon, moi, ma problématique par rapport à ça, c'est pas de commenter l'actualité, mais d'essayer de comprendre cette politique, cette sobriété, comment elle peut être mise en œuvre, et est-ce qu'elle va servir l'écologie, et est-ce qu'elle va servir les plus riches ou les plus pauvres, hein, c'est ça un peu la question. Voilà. Donc là, pour lancer du coup les choses, là du coup cette fois-ci je vais prendre le document. Donc je vous ai fait une présentation un peu pour que ce soit plus facile pour vous de suivre. Voilà. Et donc, alors la première chose que je voudrais dire en fait, c'est que il y a différentes visions et dimensions de la sobriété en fait, hein. Parce qu'en fait, la sobriété, enfin, il y a plein d'auteurs dans le passé d'ailleurs qui en ont parlé. D'ailleurs, je vais même pas en parler, ça sera plus simple et plus rapide. Mais surtout, l'idée, c'est que il y a plein de visions différentes de la sobriété. Alors, on a par exemple, je vois ici, la sobriété heureuse, hein, comme la simplicité volontaire, la société, mais il y a aussi la sobriété malheureuse, hein, comme la misère. Donc, voilà, la sobriété peut vite se retourner en son contraire. La sobriété heureuse, c'était un concept de Pierre Rabhi, mais en fait, ce genre de principe de sobriété, ça date de plusieurs millénaires. Les Grecs, avec l'ascétisme, même les épicuriens, ils parlaient pas forcément de sobriété, mais ils parlaient d'ascétisme, de différents concepts liés à ça. Ensuite, il y a la question de la sobriété individuelle ou collective. C'est pas la même chose de vouloir changer les choses uniquement individuellement ou de le vouloir la changer collectivement. Donc, ça peut être les deux ou l'un ou les deux. Le mieux, c'est que ce soit les deux. Et ensuite, il faut bien différencier, comment dire, la sobriété de la récession et de l'austérité. Juste une question, est-ce que vous voyez bien mon document? Parce que je l'ai pas fait si gros que ça. Si besoin, je grossis. Non, ça va? Ok. Alors, c'est bon. Ouais. Et donc la différence justement entre ces trois, enfin entre ces deux formes de sobriété, c'est qu'en fait la sobriété néolibérale, ça serait une sobriété involontaire, donc on fait une récession, hein, au détriment de quasiment tout le monde, accompagnée d'une politique d'austérité cette fois-ci volontaire, hein. Donc ça bénéficie aux plus riches et en général, et pas aux plus pauvres. Et à l'inverse, on a alors du coup là c'est dommage, j'ai perdu mon document. Mon document il a eu un petit bug. Alors tant pis, je vais improviser. Et donc l'autre approche, ça serait une sobriété cette fois-ci pro-sociale et donc en direction des plus pauvres. Et cette fois-ci, c'est une sobriété qui peut cette fois-ci faire en sorte qu'on va taxer prioritairement les plus riches et faire en sorte que ce soit à l'inverse les plus pauvres qui bénéficient de l'effort de sobriété des plus riches. C'est déjà deux visions différentes, hein.
Voilà. Donc c'est déjà deux façons différentes de faire de la sobriété et voilà. Voilà. Donc bon, il y a la sobriété volontaire, comme je disais tout à l'heure, qui est proche de la décroissance d'une certaine façon, mais la sobriété involontaire, c'est la récession. Voilà. Ensuite, il faut différencier plusieurs éléments. Alors là, c'est pas de bol, il y a un truc qui s'affiche de mon écran. Voilà. La sobriété psychologique, sociale, économique, écologique. En fait, ça dépend quand on parle de sobriété, ça peut prendre plein de dimensions différentes. Hein. La sobriété économique, ça peut consister justement à moins consommer, à moins produire, à recycler individuellement ou collectivement. Ensuite, on a la sobriété écologique qui vise à diminuer l'impact sur l'environnement, à économiser les ressources issues de la nature. La sobriété sociale, donc là, c'est en quelque sorte consommer de façon moins ostentatoire vis-à-vis des autres classes sociales. Hein, ça serait donc être plus humble psychologiquement et surtout socialement. Hein, éviter d'acheter plus pour montrer aux autres, et puis pour chercher la reconnaissance sociale, chercher le besoin de reconnaissance par manque d'estime de soi finalement. Et enfin, il y a la sobriété au plan psychologique qui va consister en fait à apprendre à se détacher de ses besoins non essentiels. Hein. Et donc, bon, elle est assez proche de la sobriété sociale, mais c'est un peu différent. Et donc, c'est d'apprendre à ne plus être dépendant justement de son besoin de consommer, de son besoin d'acheter, de produire, de reconnaissance, de dominer par le fait d'être je suis le plus grand des milliardaires ou le plus riche des humains. Et donc, du coup, c'est moi le plus puissant. Voilà, ça, c'est un détachement psychologique. Alors, par contre, il faut aussi pas confondre la question de la sobriété énergétique, qui est une politique, avec une politique écologique globale, et aussi la croissance du PIB d'un côté, et de l'autre, la sobriété économique. En fait, il y a plusieurs choses différentes. En fait, on peut très bien faire de la sobriété énergétique tout en continuant une croissance du PIB. Hein. En gros, on va diminuer. C'est quand même pas très facile. En général, ça va un peu avec, mais en théorie, c'est pas impossible. Ça dépend un peu de ce qui se passe. Par exemple, on peut très bien décider de moins consommer enfin, d'être contraint d'ailleurs de moins consommer de gaz en ce moment, mais d'essayer de croître beaucoup plus en développant d'autres types d'énergie. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu le problème, mais on peut faire une croissance d'ailleurs qui n'est pas forcément non plus fondée uniquement sur l'énergie. Hein, il pourrait y avoir une croissance, cette fois-ci, non pas par rapport au bien, mais une croissance qui relève du qualitatif. Hein. Donc, il peut y avoir, par exemple, une croissance du social, une croissance du culturel, et donc, du coup, sobriété énergétique n'est pas forcément synonyme de, comment dire, de décroissance du PIB ou ni même de croissance. Enfin, je veux dire, il y a quand même un décalage entre les deux. Hein. Voilà. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé du coup, donc j'avance. Euh, Concernant l'écologie sociale, en fait, euh, alors, est-ce que j'ai la même chose? J'ai essayé aujourd'hui un nouveau truc que je fais pas souvent, c'est d'essayer de faire une sorte de présentation assez succincte pour que ce soit plus facile à lire, mais après, il faut que je suive de mon côté, hein, c'est pas toujours évident. Donc, j'apprends aujourd'hui, c'est une première au niveau de la pédagogie. Parce que sinon, j'en mets très peu ou trop, mais c'est un peu difficile. Donc, concernant l'écologie sociale, il faut donc bien différencier en fait trois formes de politique. Hein. Il y a une politique écologique ciblée sur les plus riches, hein, qui s'appuie sur les pratiques populaires. Donc ça serait ce qu'on appelle justement l'écologie. Euh, alors ça dépend comment, voilà, ça dépend comment on va. euh, donc il y a disons, dans l'écologie sociale, on peut faire de différentes façons. Première chose, c'est donc on va taxer les plus riches, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on taxe les plus riches, et en taxant parce qu'on considère qu'ils polluent plus. Par exemple, le fameux exemple, même si c'est un peu symbolique par rapport à l'ensemble des problèmes du carbone, mais si on décide de taxer les jets ou même les interdire, en tout cas, voilà, ça c'est une politique qui va être ciblée en tout cas pour pénaliser les plus riches, puisqu'on considère que c'est eux qui ont la plus grosse, qui sont les moins sobres. Hein. L'autre politique, c'est l'inverse, alors non, enfin c'est l'inverse, mais ça peut être pour cibler ou pénaliser les classes populaires. Par exemple, lorsqu'on va faire si on taxe uniformément tout le monde,
ceux qui vont être les plus taxés, ça va être donc les classes populaires, puisqu'en fait, si on met une taxe, par exemple, sur le pétrole, comme c'est actuellement, elle est uniforme. C'est quand on a peu de moyens, on est plus, comment dire, pénalisé et taxé que quand on en a beaucoup. Donc, d'ailleurs, quand il y a une baisse à nouveau des taxes, paradoxalement, ce qui s'est passé là il y a quelques temps, ça bénéficie encore aux plus riches parce qu'en fait, eux, ils consomment plus de pétrole, hein, donc parce qu'ils roulent plus, et donc en fait, ça contribue comment dire, ça va contribuer à. Attendez, je vais m'arrêter parce qu'il y a une porte qui est fermée à côté de moi, là, ça m'empêche de me concentrer. Voilà. Je reviens à vous. Il y a des bruits dans l'appartement qui me déconcentrent. Donc finalement, c'est toujours les plus pauvres qui sont pénalisés, malgré tout, puisque les plus riches continuent de consommer, même quand on descend donc les taxes pour le pétrole. Voilà. Alors, pour ce qui concerne, enfin, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aussi tant que ça à ces questions de ressources, et pourquoi finalement ça arrive maintenant? Donc, les écologistes, en tout cas, il y a plusieurs courants dans l'écologie, mais en tout cas, une partie des écologistes avait expliqué depuis longtemps qu'on arrive à la fin des ressources non renouvelables. Hein, on considère que vers 2090, 2100, on aura consommé quasiment donc toutes les ressources non renouvelables. Il restera à peu près après 2100 un peu de cobalt, aluminium et charbon, ou même pas mal d'ailleurs, surtout du charbon, ce qui est encore pire pour l'environnement, mais tous les autres métaux auront disparu. Et donc ça, effectivement, c'est compliqué, parce qu'en fait, s'il n'y a plus de métaux, on fait plus grand-chose dans nos sociétés, hein. Par exemple, les batteries électriques, elles auront disparu si on prend, par exemple, enfin voilà. Pareil pour les énergies, hein, les énergies comme le pétrole, l'uranium, le gaz, tout ça, ça aura disparu. Donc très rapidement, on va arriver dans une société sans énergie, sans métaux, et donc là, ça devient assez, comment dire, assez catastrophique pour un système industriel, et on revient rapidement au Moyen Âge. Mais au Moyen Âge, on n'est pas encore tous morts, hein. Et simplement, c'est que pire que la fin des ressources non renouvelables, c'est le climat, la montée du climat, et donc le réchauffement climatique. Et ce qui risque d'arriver donc à nouveau dans la même période, hein, comme vous le savez, c'est le fait que si le réchauffement climatique augmente, à ce moment-là, on arrive avec de moins en moins d'eau, sur la Terre. Et s'il y a de moins en moins d'eau, eh bien, il y a une sécheresse. S'il y a une sécheresse, on ne mange plus. Et s'il ne mange plus, on arrive à, comment dire, les gens vont commencer à mourir, à migrer, etc. Donc c'est ça la catastrophe la plus grave encore, parce que vivre comme au Moyen Âge, en théorie, c'est grave, mais enfin, on peut survivre. Mais quand on peut plus manger, là, c'est la famine collective. Hein, voilà, c'est des milliards de personnes. Et donc là, c'est l'anniversaire du Club de Rome depuis 50 ans. Et quand on voit les courbes qui s'effondrent, on voit qu'à partir de 2030, une fois qu'il y a eu de 2020 à 2030 une récession économique, à ce moment-là, c'est la démographie qui descend. Voilà. Donc il y a plein de sommets en ce moment en France pour parler de ça, mais souvent c'est des biologistes qui parlent de ça, et ils ne parlent pas trop des questions sociales et démographiques. Voilà. Je vais essayer aussi de cacher ma tête parce que là je suis en train de me parler à moi-même et c'est assez difficile. Voilà, je vais faire comme ça. Te parler à toi, Dominique, c'est bien, ça crée une conversation, mais se parler à soi-même, c'est un peu compliqué de se regarder dans la glace. Voilà. Alors, la question, c'est quand on regarde la sobriété, qui est-ce qui est le plus responsable de ces questions de sobriété? Et en fait, on se rend compte que les 20% les plus riches en France ont une empreinte carbone 38 fois supérieure aux 20% les plus pauvres. Et 35%, et l'empreinte est 35% supérieure à la moyenne des Français, hein, en tout cas pour les plus riches. Non, pardon. La moyenne des Français a une empreinte. Attendez, là, je me mélange les pinceaux. Donc, c'est les 20% les plus riches qui ont une empreinte 35 fois supérieure à la moyenne des Français. Et la moyenne des Français, leur empreinte, c'est 6 tonnes par personne. Et donc, c'est une empreinte carbone 6 fois aussi trop importante. Elle est 6 fois trop importante pour être soutenable. Donc, ça veut dire concrètement que pour arriver comment dire, à une empreinte soutenable, un Français doit diviser son empreinte carbone par 6. Donc, vous voyez, c'est vraiment énorme, en fait, en termes d'effort. Hein. Et ça, on le dit pas assez souvent. On pense qu'en fermant son robinet ou en descendant d'1 degré, ça devrait suffire, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, l'empreinte carbone, c'est plein de choses.
Autre élément sur ces questions-là, je ne vais pas développer plus, mais voilà, on voit que les 10% les plus gros émetteurs au niveau mondial, ça c'est un analyse de Piketty, hein, les 10% les plus gros émetteurs émettent 45% des émissions mondiales. La moitié des émetteurs, dont 50% des émetteurs, dans les pays du Sud en particulier, émettent 13% des émissions mondiales, tandis que 40% du milieu émettent 42% des émissions mondiales. Donc les classes moyennes en France, elles sont plus ou moins quand même dans les 10% les plus gros, puisqu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, on y arrive très vite dans ces 10% les plus riches. Bon, j'ai pas trop le temps de développer pour vous expliquer ça, mais voilà. Donc il y a différentes façons d'agir pour changer les choses. Et parmi ces actions, il y a donc manger plus, manger végétarien. Alors ça, c'est des petites actions en l'occurrence, mais ça vous donne quand même un peu une idée. Hein, utiliser plus le vélo, faire du covoiturage, abandonner sa voiture, c'est l'équivalent de 2400 kg de CO2, renoncer au voyage aérien, c'est 1600 kg de CO2, donc plus ou moins une empreinte carbone sur les 6, donc vous voyez, c'est pas non plus la révolution. Et devenir végétarien, par exemple aussi. Voilà. Donc souvent la solution qui est proposée par beaucoup, c'est notamment le scénario négawatt. Donc on voit que sur quelques années, sur les années, il y a à peu près la consommation d'énergie, elle descend mais légèrement, hein, depuis quelques années. Donc la proposition du scénario négawatt, c'est la petite flèche en vert. C'est donc diminuer notre consommation d'énergie, nos émissions de CO2, avec en gros c'est un tiers de sobriété, un tiers d'efficacité, un tiers de renouvelable. Mais donc là on divise déjà quasiment par deux l'énergie. Et déjà, c'est beaucoup, mais paradoxalement, comme il faut quand même diviser par, enfin, il n'y a pas que l'énergie qui fait les émissions de CO2, mais comme il faut diviser par 6 nos émissions de CO2, vous voyez que diviser par 2 notre énergie, c'est déjà pas beaucoup, il reste encore à récupérer ailleurs. Voilà. Donc pour beaucoup, c'est l'efficience qui va permettre, le 30% d'efficience, on va y arriver, sauf qu'en fait, depuis pas mal d'années, en fait, on est très loin de ces 30% d'efficience, et on est bien en dessous d'ailleurs. Par exemple, la baisse des émissions de CO2 en France ne s'élève qu'à 18% en 38 ans. Et donc, il y a encore du chemin à faire. Et pour ce qui est de l'efficience aussi, elle s'améliore aussi, mais très peu. Donc, il y a beaucoup aussi de chemin à faire par rapport à ça. Donc, je doute que, même si le scénario Negawatt, c'est un des meilleurs scénarios, il reste encore assez insuffisant pour être soutenable de mon point de vue. Voilà. Alors, une des approches, en tout cas, pour aller vers la sobriété qui serait heureuse et non pas malheureuse, c'est de s'appuyer sur l'écologie populaire, hein. L'écologie populaire, et donc pour ça, en fait, attendez, ce qu'on appelle, ça va recommencer, je pense, dans 2 minutes. Et, et alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple de l'écologie populaire? Eh bien, il y a plein comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour beaucoup de gens, en fait, alors souvent on critique, on dit, ah, les pauvres, c'est eux qui... désolé, ça va s'arrêter vite, je pense. Sinon, je vais l'arrêter définitivement. Et bon, alors je l'arrête, ce sera plus simple. Si j'y arrive, parce que je crois qu'il va venir nous rappeler à l'infini. Il n'y a pas moyen de le bloquer. Et, et donc, je disais donc souvent, l'écologie populaire, on lui fait le reproche on dit en gros, les pauvres, ils mangent pas bio, ils achètent pas local, etc. Mais en réalité, comme justement ils consomment peu, ils ont une empreinte carbone en fait et écologique beaucoup moins importante que les autres. Et, euh, et en fait, on devrait s'appuyer sur leur mode de vie, hein, même si évidemment tout le monde peut s'améliorer eux aussi, hein. Mais donc il y a plein d'éléments concrets comme ça sur lesquels on peut s'appuyer, qui, où les plus riches peuvent s'appuyer pour prendre exemple, hein, comme le recyclage par exemple, le prêt, plein de choses de ce type-là, hein. Voilà. Alors, il faut que j'avance parce que là il est déjà 1h30. Et donc, en fait, par rapport à tout ça, il y a au moins 4 politiques différentes pour essayer de régler le problème. Première solution pour aller vers donc plus de sobriété,
c'est une régulation incitative du marché avec des taxes sur le prix carburant qui soient égales, hein. Mais dans ce cas, quand c'est égal, comme je disais tout à l'heure, c'est inéquitable. Deuxième solution, c'est une planification égalitaire par quota individuel. Donc là, c'est très égal. Par contre, c'est très égal, mais comment dire, c'est très rigide, hein. Ça veut dire que concrètement, on pourrait, il y a un auteur qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, c'est en anglais, qui a, euh, qui a développé, c'est Fleming avec Hillman, un projet de carte carbone, et où justement ben, on peut suivre la consommation des individus sur au moins sur un an ou sur toute leur vie d'ailleurs, et en donnant un quota pour chacun. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont des gros consommateurs, d'autres qui sont des très petits consommateurs. Et donc la solution pour certains, c'est justement de créer, troisième solution, un marché des quotas, hein, marché des quotas, pour que justement les gros besoins, on puisse échanger, puis à la fin, comme ça, on arrive à une sorte d'équilibre. Le problème de ce genre de solution, en tout cas au niveau mondial, c'est que c'est ce qui se passe au niveau mondial depuis longtemps, depuis Rio notamment, et en fait, avec ce système, ben, rien n'a changé, parce qu'en fait, les plus pauvres consomment pas, les pays les plus pauvres consomment pas leur quota, alors que les plus riches, à l'inverse, rachètent à bas prix le quota des autres. Il y a même un marché des quotas carbone. Et du coup, ça continue de grossir à l'infini. Donc voilà. Ça dépend aussi du prix du quota. Il pourrait être fixé ou rigide. Enfin, il y a plein de solutions possibles. C'est juste pour vous montrer les différentes possibilités. Et puis, quatrième solution dans ce système-là, ça peut s'ajouter aussi des subventions individuelles pour les plus pauvres, puisqu'en fait, si on prend par exemple une taxe équivalente, ben, du coup, il faut des subventions individuelles ciblées pour permettre aux plus pauvres, par exemple, bah, qui habitent loin de la ville, parce que la ville, ça coûte cher, d'avoir une maison en appartement, enfin, une maison en ville en particulier. Et du coup, ils habitent plus loin, donc il faut venir travailler, ça leur coûte cher, donc il y a une subvention. Donc ça, évidemment, c'est nuit à l'écologie, mais sinon, l'écologie sans le social, c'est assez contre-productif. On avait vu avec le mouvement des Gilets jaunes, notamment. Voilà. Donc, bon, il y avait le scénario, mais je vais passer rapidement pour qu'on scénario de l'ADEME qui a 4 scénarios et le plus ambitieux c'est la génération frugalité et en fait ils proposent une sobriété sans décroissance. On dit comment est-ce qu'ils ont fait, à mon avis c'est un peu tiré par les cheveux, mais en fait en creusant un peu ce qu'ils nous disent, je regarde si j'ai fait des dessins, voilà on voit leur dessin là par exemple, je crois que c'est celui-là. Euh, donc en fait ils diminuent non c'est pour autre chose ça, je crois. Ils diminuent en tout cas par deux l'énergie. Euh, donc déjà, comme on disait, c'est comme dans le scénario Nagawatt, donc c'est quand même assez ambitieux. Mais ils proposent pas de décroissance. Je me suis dit comment est-ce qu'ils font pour s'en décroître du tout. Mais en fait, on part que dans leur principe. Ça dépend en fait. Quand on parlait de décroissance, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens parce que en fait, on peut très bien, comment dire, les éléments de décroissance. Je regarde où j'en suis si je vais pas aller trop vite dans mon. euh, ouais, je crois que ça doit être ici. En fait, finalement, la soutenabilité écologique, le niveau du PIB, s'avère plus important encore que le niveau de sobriété ou de décroissance. Parce que je prends deux exemples. Par exemple, l'empreinte carbone des États-Unis elle est 10 fois supérieure à l'empreinte carbone comment dire? Non, attendez, c'est pas l'empreinte carbone, c'est le PIB. Le PIB des États-Unis qui est 10 fois plus important que le PIB du Mexique. Et donc, si tout d'un coup, les États-Unis disaient ah bah on va devenir sobre, on va même décroître de je sais pas 1% par an ou même 10% par an, soyons ambitieux, et que le Mexique dit non non nous on fait pas de décroissance, nous on continue la croissance ou même on garde 5%, avant que le Mexique rejoigne les États-Unis, il va se passer un certain temps. Hein. Donc finalement le plus important que la décroissance, la croissance, la sobriété, bon c'est plus ou moins synonyme mais pas forcément. Je vais vous en dire, je vous le préciserai après, peut-être que j'ai déjà fait un peu tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce qui compte surtout, c'est le relation entre le PIB et l'empreinte carbone, hein, en termes écologiques. C'est pas réellement la sobriété ou la décroissance, parce ça peut prendre beaucoup de temps. Hein. On peut même, donc, que je vous disais, par exemple, on peut même, d'ailleurs, c'était le discours du MEDEF, faire de la croissance sobre. Et ils ont raison, parce que si vous étiez à 10% de croissance, vous passez à 9% de croissance ou 8% de croissance, c'est une croissance plus sobre, mais c'est toujours de la croissance. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire dire ce qu'on veut avec tous ces mots-là, donc il faut vraiment préciser les différentes idées, en fait. Voilà.
Alors, est-ce que je vois que la avance aussi non, je vais pas développer tout ça. Non, je vais m'arrêter là, je pense. Et on peut peut-être faire un point sur les différentes orientations. Oui, bon, allez, pour conclure, par rapport à ces questions de croissance et de politique énergétique, en fait, je vais essayer de montrer qu'il y a différentes pistes possibles. Donc, en gros, ou différentes compréhensions, analyses des choses. Donc, peut-on concilier en fait une croissance économique forte avec une politique de sobriété énergétique? Donc, globalement, pour les libéraux, c'est pas possible, car la sobriété énergétique va engendrer une récession économique. Sauf si vous dites à nouveau, comme on disait tout à l'heure, ça dépend si on joue sur les mots, et qu'on considère en fait que on va donc faire une croissance sobre, c'est-à-dire passer je sais pas, de 5% de croissance à 3% de croissance. Et bon, dans ce cas, évidemment, c'est plus sobre, mais c'est plus jouer sur les mots, mais vraiment dans la pratique. Pour les écologistes keynésiens, hein, par exemple, on a, je sais pas, je pense qu'on peut le mettre dans cette catégorie Gaël Giraud. Lui, il pense qu'on peut parvenir à une croissance économique forte fondée sur des investissements écologiques tels la rénovation énergétique, hein, car l'efficience énergétique peut s'opérer sans sobriété énergétique et économique, voire sans décroissance économique. C'est-à-dire que la sobriété énergétique peut être faible ou forte, mais sans décroissance économique. Ça, c'est un peu leur philosophie. Ils considèrent que la décroissance, c'est pas, et la sobriété. Alors, du coup, ce serait une sobriété. Alors, ça dépend à nouveau, hein, le terme qu'on met. Mais enfin, si on met sobriété au sens de décroissance, en fait, on pourrait continuer la croissance en faisant des investissements écologiques, voire même de la création monétaire si on manque de ressources. Voilà. Pour les écologistes radicaux ou les décroissants, une politique écologiste keynésienne ne suffira pas, donc il faut vraiment décroître et surtout avoir une empreinte carbone plus basse pour qu'elle soit soutenable, hein. Enfin, un PIB plus bas pour avoir une empreinte soutenable plus basse. Voilà. Donc il y a un point commun finalement entre les décroissants et les libéraux, c'est qu'ils considèrent que la sobriété énergétique s'oppose à la croissance économique. Voilà. Simplement, c'est que les premiers s'opposent à la sobriété, principalement, même si ça dépend ce qu'on met derrière le mot à nouveau, tandis que les seconds, plutôt, la réclament. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter là. Peut-être pour conclure, même si c'était déjà un peu une conclusion, finalement, là, quand on parle de sobriété, il faut surtout savoir bien définir les mots, parce que finalement, avec ce terme-là, on peut à peu près faire à peu près, comment dire, parler de ce qu'on veut. Et voilà, c'est surtout essentiellement ça. Il y a un problème de sémantique. Et après, ben, une fois qu'on a défini les mots, il faut vraiment définir clairement la politique, qu'elle soit plutôt sociale, antisociale, pro-écologique, anti-écologique. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. C'est pas du tout limité à ça. Et donc, ça peut être un système communiste sobre ou non sobre, un système socialiste sobre ou non sobre, etc. Capitaliste sobre ou non sobre, mais à chaque fois, il faut savoir de quoi on parle. Voilà, merci bien pour votre attention. On va pouvoir discuter avec ceux qui sont présents, si vous avez envie. Mais tout à fait. Merci beaucoup, Thierry. Vincent, si tu veux te rapprocher ici, pour l'instant, tu n'as rien à dire. Marc, est-ce que tu as envie de réagir? Bon, en tout cas, Thierry, si je trouve que c'est dans la période effectivement important de clarifier un certain nombre de représentations hein, sur la question de la sobriété, de telle manière que l'on puisse aborder, je dirais, sans culpabiliser un certain nombre d'acteurs sociaux de leurs pratiques. Donc, moi, je trouve intéressant que tu aies fait un petit peu toutes ces clarifications pour nous permettre d'y voir plus clair. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous fasses partager, évidemment, ton document, c'est-à-dire que je puisse l'adjoindre, évidemment, à Oui, je vais la vous l'envoyer, ouais. conférence. Hein. Je vous l'envoie après. Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux aussi revenir en direct, je dirais, pour qu'on échange hors du document lui-même, enfin, sauf si tu souhaites qu'il soit maintenu à l'affiche. Non, non, bah, bah, je sais plus, là, vous le voyez encore? Oui, on le voit encore. Ouais. Ah, bah, on peut l'enlever, non? Ah, ok. Voilà, voilà. Et là, c'est bon. Tu es revenu Ok. dans la vraie vie, entre Ok. guillemets. Avec le monde, les humains réels. Enfin, les humains réels presque. Ouais, ouais. J'ai vu, alors, si tu veux, là, je vais être un peu provocateur, mais tu nous as donné un tableau intéressant, là, qui nous montre
l'épuisement à terme d'un certain nombre de ressources, minérales en particulier, en tout cas tirées du sol. Et la grande question qui est posée, c'est que l'univers étant infini, on peut imaginer, si tu veux, là je vais me faire l'avocat du diable, on peut imaginer que dans l'avenir, on puisse aller chercher les ressources sur d'autres territoires, enfin, sur d'autres planètes, pour être clair, la Lune ou Mars, et que quelque part, ce qu'évoquent certains illuminés, entre guillemets, transhumanistes, ne soit pas complètement une utopie ou quelque chose à balayer d'un revers de main. Quel est ton point de vue là-dessus, sans avoir fait... Parce que c'est aussi, enfin voilà, c'est des vraies questions auxquelles on est confronté. Tout à fait. Et soit on raisonne sur notre monde fini, soit on raisonne sur l'univers infini. Et à ce moment-là, on n'est plus tout à fait dans la même démarche et on n'a peut-être pas le même positionnement, ni social, ni politique. En fait, si on écoute les différents projets, en tout cas des fois on parle de géo-ingénierie, en tout cas la solution technologique. La solution technologique, il y en a beaucoup qui la cherchent. Et donc, si on écoute, on peut faire un scénario en accéléré, parce que souvent, l'argument des décroissants, à l'inverse, il est un peu simple. C'est en partant de George Rogers-Rogan en disant, ben voilà, le monde est fini, l'énergie est finie, on est dans le monde d'entropie, donc point, ce sera fini. Effectivement, ça c'est vrai si on est à l'échelle planétaire, mais on est dans la planète et dans... Il y a d'autres planètes, et puis il y a aussi... notamment dans les cycles énergétiques entre les planètes, l'énergie électromagnétique qui sont partout, on va dire, par exemple, l'énergie des éclairs, ça vient des relations entre le soleil et la Terre. Donc, en fait, l'énergie, puis même, même s'il y a des recherches, il y a des recherches, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Je ne veux pas approfondir, mais juste montrer quelques pistes. Et donc, en tout cas, la solution technique est possible. Ah bon, peut-être je reviendrai après, du coup, sur les solutions techniques. Les solutions techniques, on peut trouver des métaux en allant sur d'autres planètes. On peut, recycler, il y a des limites aussi. On peut même, quand on a une énergie illimitée, recréer des métaux atome par atome. Avec la nanotechnologie, on peut créer du graphène. Pour trouver cette énergie illimitée, il y a différentes énergies, notamment il y a la fusion nucléaire. Voilà, je vous le disais, l'énergie électromagnétique. Il y a plein de recherches qui vont peut-être aboutir. Mais simplement, c'est que le problème, c'est que il y a plein de solutions complètement tordues qui seront encore pires qu'avant. Hein. Par exemple, balancer, je sais plus, il y en avait qui voulaient balancer du soufre un peu partout sur la Terre pour diminuer le CO2. Bon, voilà, ça peut faire en général le mal sera pire que le remède. Mais donc peut-être qu'il y aura des solutions techniques, ça c'est possible. Simplement, c'est que pour l'instant, on les a pas. Et donc le bon sens, la sagesse et la prudence, principe de précaution, c'est de dire que tant qu'on n'a pas trouvé les solutions techniques, on fait comme si on les trouverait pas. Parce que peut-être qu'on va les trouver dans 1000 ans, ou dans 500 ans, ou même dans 300. Sauf que là, si on regarde les courbes du climat, dans 300 ans, on est à pratiquement plus 12 à ce rythme-là. Entre plus 6 et plus 12 selon les efforts qu'on aura fait. Donc il y aura plus beaucoup de survivants sur la Terre. Donc je pense que le bon sens aujourd'hui, c'est de faire comme si on les trouvait pas. Évidemment, si on les trouve, c'est plus confortable. D'ailleurs, vu que les humains sont très peu sages, ils ont une très petite capacité à s'autoréguler, ça serait quand même plus facile qu'on trouve une solution technique. Mais si on y arrive, imaginons qu'on trouve une énergie illimitée, il y aura sans doute à nouveau quelqu'un qui va dire tiens, je mets un brevet dessus ou je ne sais quoi, et puis ça va encore augmenter les différences de richesse et de pauvreté. Alors qu'on pourrait pour le coup nourrir beaucoup de gens avec ça. Donc la solution technique, bon, c'est bien pour éviter que beaucoup de gens meurent, parce que là c'est ce qui se profile à l'horizon assez vite, c'est déjà le cas, il y a beaucoup de gens, il y a déjà des famines aujourd'hui, il y a quand même une personne sur 8 dans le monde qui mange pas à sa faim, donc ça va faire qu'augmenter avec le réchauffement climatique notamment, plus les politiques néolibérales mondiales. Mais s'il y a une solution technique, on pourra probablement nourrir plus de gens. Hein, mais par contre, c'est probablement parce que s'il n'y a pas les politiques sociales qui viennent avec ça, au contraire, on va les laisser mourir comme ça se passe déjà aujourd'hui. Donc, oui. Oui, oui, c'est tout à fait intéressant. Et pour continuer un petit peu sur cet échange, bon, la population de la planète vient de passer les 8 milliards là, hein, dans ces jours-ci. Donc 8 milliards, c'est considérable. On a une évaluation, je dirais, potentielle
je ne sais pas jusqu'où on peut aller en termes d'élargissement de la population. Et si on n'intègre pas, alors je sais qu'un certain nombre de penseurs ou en tout cas de gens dans la mouvance écologiste dite radicale ont réactivé, je dirais, des dimensions qu'on appelle malthusiennes, donc qui auraient comme principe, je dirais, d'aller vers une diminution de la population planétaire pour justement faire face aux difficultés envisagées. Donc tu as d'ailleurs dit que de toute façon, si on continuait comme ça, on aurait d'une certaine manière cette réalité-là, liée à la faim, liée à l'aggravation des conditions de vie d'une grande partie de la population. Et donc la question se pose, enfin, de réintroduire la dimension sociale, tu l'as fait dans ton exposé, hein, et de réintroduire la dimension sociale et la dimension politique, donc démocratique, sur comment on va construire, je dirais, des choix partagés, parce qu'après on va tomber là dans l'action politique, c'est-à-dire soit on fait les choses par la contrainte, soit on le fait par l'éducation et la prévention. Et donc, on est quand même sur deux démarches qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On voit bien d'ailleurs dans l'actualité que ce qui se passe en Chine, par exemple, montre que c'est quand même la dimension autoritaire qui l'emporte sur la dimension démocratique et que ça conduit évidemment à un renforcement du confinement et à des... Mais on voit aussi qu'il y a des ripostes sociales, puisque tu as des entreprises et des salariés chinois qui viennent de rentrer en lutte et que c'est assez on ne sait pas où les choses vont aller. Donc voilà, effectivement, je crois qu'il faut ouvrir le débat peut-être sur, et tu l'as fait, hein, mais peut-être poursuivre, pour l'ouvrir, je dirais, sur toutes les dimensions auxquelles on est confronté aujourd'hui pour tenter, je dirais, d'apporter des solutions. Et on voit bien qu'on est devant des choix d'action qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Bah, en fait, voilà, comme je disais, c'est ceux qui parlent parce que bon, l'ONU officiellement, on va passer, on a atteint là, c'est pratiquement cette semaine ou la semaine d'avant, les 8 milliards d'individus. Selon l'ONU, on va aller à 10 à 11 milliards. Et selon beaucoup d'écologistes, si ils ont raison, je pense que si on redistribuait les richesses, on pourrait nourrir à 10 à 11 milliards. Hein, en redistribuant les richesses, en mangeant moins de viande, etc. Mais comme ça fonctionne pas comme ça, et surtout les écologistes, c'est pas les écologistes, c'est les agronomes plutôt qui proposent ça. Hein, par exemple, Marc Dufumier qui nous explique ça. Mais donc ça c'est vrai. Simplement c'est que ils prennent pas assez en compte le fait que le réchauffement climatique va assécher la terre et du coup qu'il y aura des problèmes alimentaires et du coup des décès. Donc ça c'est une phase, ça c'est la vision, on va dire, je sais même pas si on peut l'appeler ici, c'est la mondialisation néolibérale qui crée en fait une régulation de la démographie par la mort des plus pauvres, parce que les plus riches, ils arriveront toujours à migrer, à se nourrir en payant plus cher leur alimentation. Donc voilà, ça c'est déjà une façon de réguler la démographie encore plus violente. Finalement, on n'en parle jamais de celle-là, mais c'est celle qui est déjà un peu en cours et celle qui va se profiler le plus probablement. Après, il y a la solution autoritaire à la chinoise, donc on pourra dire un écofascisme qui consiste à dire, d'ailleurs ça peut pas forcément être uniquement pour des raisons écologiques, hein, ça peut être pour des raisons aussi alimentaires, économiques, en interdisant aux gens de faire plus d'un enfant, par exemple, c'est ce qui s'est passé en Chine. Donc ça, c'est autoritariste, et c'est pas ma voie en tout cas. Et puis il y a la solution libérale, c'est un peu ce que je disais, mais là c'est la solution libérale, c'est en faisant rien. Alors la deuxième solution, c'est en faisant, en fait, c'est ce que pensent souvent un peu les social-démocraties, c'est en proposant du planning familial, etc. Et donc, distribuant des préservatifs, en éduquant les gens, en accompagnant les femmes. Voilà, ça c'est la vision, on va dire démocrate, mais assez soft, mais surtout sans rien changer, surtout pour les libéraux, sans rien changer au niveau, comment dire, économique. Et du coup, si on change rien, eh ben, en fait, ça sera peu efficace. C'est déjà mieux que de rien, mais ce sera peu efficace. Et la solution à mon avis, la plus juste et la plus efficace, c'est, enfin, peut-être pas autant que la dictature, mais en tout cas beaucoup plus humaine et démocratique, c'est celle en fait qui s'est mise en œuvre dans la plupart des pays en développement, les pays développés plutôt, les pays riches. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de démographie en Afrique, en Asie que en Europe et aux États-Unis?
C'est parce qu'en fait, on a redistribué un minimum de richesses, même si maintenant, il y a à nouveau, ça repart. Et qu'en fait, quand on redistribue les richesses, ça permet aux enfants, enfin aux parents, d'envoyer leurs enfants à l'école. Quand on envoie les enfants à l'école, en particulier les filles, mais pas que les filles, ça permet du coup d'avoir un niveau d'éducation élevé, d'avoir un métier. Et du coup, quand on a un métier, ben, on peut payer une sécu, on peut gagner de l'argent pour préserver sa retraite, protéger sa retraite, la créer. Quand il y a suffisamment d'argent dans un pays, il y a une sécurité sociale pour la retraite ou pour la santé. Et donc, en fait, on se rend compte que dans tous les pays suffisamment développés, il y a une transition démographique. Hein, c'est déjà le cas un petit peu en Iran, c'est un peu le cas maintenant aussi à nouveau en Chine, pas encore en Afrique justement. Et parce que justement, ils ont les femmes et les hommes, et surtout les femmes, vont à l'école, ont un métier, etc. Et donc, il n'y a plus besoin notamment d'envoyer aussi des enfants travailler. Et c'est ça l'élément clé, en fait. Donc, puis du coup, le but de la vie pour certains, c'est plus de faire des enfants, surtout pour les femmes qui sont, mettons, envoyées enfin, qu'on oblige à rester au foyer ou ou qui n'ont pas de travail tout simplement parce elles sont au chômage. Alors que du coup, si tout le monde a un boulot, ben, on a déjà moins le temps de faire des enfants parce qu'ils sont occupés, etc. Donc c'est tout un mécanisme social, démographique, culturel, psychologique qui fait qu'à la fin, la transition se fait. Et même du coup, vous voyez que dans les pays du Nord, il n'y a même plus assez d'enfants. Maintenant, ils en sont à essayer de payer les gens pour qu'ils en font, voire même de faire venir des étrangers dans le pays. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose quand en tout cas, il y a une pression démographique forte, enfin, migratoire. Et donc, on voit vraiment que des solutions sociales, humaines et démocratiques, il y en a. Simplement, c'est que, donc on a même tort, à mon avis, d'évacuer le sujet, des questions souvent on dit, ah, démocratie, faut pas en parler, c'est malthusien. Mais en fait, non, au contraire, je pense qu'il faudrait en parler. Et c'est vrai que c'est délicat. Hein, si tu m'avais pas lancé sur le sujet, j'en parlerais pas. Mais en fait, je pense que c'est au contraire un sujet important et finalement un outil social et démocratique important. Merci Thierry. Écoute, on arrive justement vers la fin de notre Oui, ok, partage et je te dis à très bientôt pour d'autres aventures. ok. Et, et tu n'oublies Merci pas beaucoup en évidemment. tout cas pour l'invitation et puis à bientôt. Puis je vais discuter un petit peu avec toi en off une fois qu'on aura coupé. Voilà. OK.